Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international M. Hani Abdelaziz. C'est un expert politique, ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies dans le domaine de la maintien ou dans le domaine de maintien de la paix. M. Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international. Merci, Charles. Merci beaucoup. Donc, il y a toujours des évolutions sur le terrain. Comme vous avez suivi, il y a une sorte d'invasion de la part des forces israéliennes, notamment dans la ville palestinienne de Rafah. Et ça, malgré toutes les mises en garde, que ce soit égyptiennes ou internationales, vis-à-vis des répercussions des désastres humains qui va avoir lieu après cette invasion. Donc, quelle est votre lecture de la situation actuellement? Eh bien, moi, je pense qu'Israël poursuit sa politique et sa doctrine et sa stratégie de long terme qui vise à évacuer toute la bande de Gaza, de la grande majorité de ses habitants, de créer ce qu'on appelle des bantoustans, comme ça a été fait en Afrique du Sud avant la fin de l'apartheid, avec des petits groupes de villages de 100 ou 200 300 000 personnes, gérés par des collaborateurs et qui permettraient à l'armée israélienne de pénétrer. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans les hauteurs du Golan, une étape afin d'annexer totalement Gaza le temps qu'il faudra pour pouvoir essayer d'annexer la Cisjordanie aussi. Oui. Donc moi je pense que c'est un plan établi à long terme qui exécute avec quelques modifications d'après la situation internationale tant qu'ils sont sûrs de l'appui inconditionnel des États-Unis et de l'Europe occidentale. Oui, Monsieur Hani Abdelaziz, il y a toujours des mises en garde égyptiennes vis-à-vis de ce qui se passe notamment dans la ville de Rafah. Et il y a toujours une sorte d'opposition affichée par l'administration Biden concernant quand même ce sujet. Et sur le terrain, on trouve que de plus en plus, il y a des chars qui sont déployés à la frontière avec l'Égypte. Il y a toujours des bombardements dans des parties de la part du côté israélien, bien sûr, dans des parties palestiniennes dans la ville de Rafah. Et en même temps, il y a des appels internationaux à cesser le feu et à arriver à une trêve. Donc, est-ce que nous sommes vers l'escalade, ou plutôt nous allons peut-être en direction d'une trêve, notamment que le Hamas a accepté hier une trêve avec Israël? Il est possible qu'on arrive à une trêve, mais une trêve aux conditions israéliennes en grande partie. C'est-à-dire de maintenir d'abord, d'exterminer totalement les membres du Hamas, d'arrêter ou de tuer ses principaux leaders, en principe M. Sanwar, pour prétendre avoir obtenu gain de cause et gagner cette guerre. Ceci dit, permettez-moi de vous dire que quelles que soient les positions américaines et occidentales affichées, je n'y crois plus. Depuis 1948, nous entendons des appuis du bout des lèvres simplement, mais dès qu'on vient au résultat réel, il n'y a pas de mesures concrètes prises par les pays qui peuvent exercer des pressions sur Israël pour la faire changer de position. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est très délicat, et je ne suis pas tout à fait expert en la matière, mais c'est ma première réaction, c'est que dans les accords de Camp David, il y a une zone de 10 km à l'est des frontières égyptiennes où l'armée israélienne ne devrait pas se présenter. Et aujourd'hui, dès le matin, à Kafr Abu Salem, je pense que ce Kafr Abu Salem est à l'intérieur de ces 10 km. Donc je parle en amateur. Je ne suis pas très sûr, mais cela représenterait une violation déjà des accords de Camp David de la part des Israéliens s'ils ont introduit des chars et du matériel militaire dans la zone des 10 km convenus dans les accords.
Je pense que j'ai raison, mais je laisserai le mot final aux experts en la matière. Ouais. Je dois également vous poser cette question en ce qui concerne les négociations en cours entre le Hamas et la partie israélienne. Après ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'il y a une sorte d'issue pour arriver à un cessez-le-feu, pour arriver à une certaine trêve ou non? Et en même temps, on trouve que, si je puis dire, il y a toujours une sorte d'appel de différentes parties internationales, comme par exemple le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui a exhorté Israël, ou plutôt qui a exhorté Israël, oui, ce mardi, à rouvrir le point de passage de Rafah de Karem Abou Salem, dont la fermeture coupe l'acheminement de l'aide vers Gaza. Guterres a aussi appelé le gouvernement israélien à arrêter l'escalade et à s'engager de façon constructive dans des discussions diplomatiques en cours. Il a également appelé à la fois Israël et Hamas à faire preuve de courage politique, entre deux guillemets, à faire preuve de courage politique pour parvenir à un accord sur une trêve. Donc, est-ce que les deux parties, le Hamas et Israël, ou le gouvernement de Benjamin Netanyahu, possèdent vraiment ce courage politique, ou plutôt il y a un certain agenda pour chacun? Eh bien, laissez-moi tout d'abord saluer les déclarations de M. Guterres, et ce ne sont pas les premières qu'il prend en faveur de la justice et du droit international. Donc c'est très bien qu'il le répète, et je l'admire. Je dois le dire, je suis à la retraite, je n'ai rien à gagner. Alors je parle franchement. Ceci dit, le secrétaire général des Nations Unies est une autorité morale. Le pouvoir réel reste entre les mains des membres du Conseil de sécurité, avec leur droit, surtout les 5 membres qui ont le droit de veto. Donc, et même si une décision, une résolution était adoptée par le Conseil de sécurité à l'unanimité, c'est-à-dire sans veto, il n'est pas sûr du tout qu'Israël accepterait la mise en œuvre réelle, sincère et honnête d'une telle résolution éventuelle, qui n'est pas sur le tapis d'ailleurs, hein. Ça n'est même pas ça. Non, mon avis personnel est qu'aujourd'hui, M. Netanyahou a opté pour la prolongation du conflit autant que possible pour se maintenir au pouvoir avec sa bande d'extrémistes d'extrême droite que l'on connaît, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, etc. Donc, moi, je ne vois pas une solution pour une trêve d'une manière relativement équitable qui prendrait en considération les craintes des Palestiniens. Israël, si elle accepte une trêve et l'applique réellement, ça sera à ses conditions. Le monde est fait de relations de force. Hein, et sur le terrain, c'est excellent que tout de même un groupe de militants palestiniens ait pu résister plus de 6-7 mois à la 5e ou 6e armée la mieux équipée du monde, avec le soutien aussi du pays le plus puissant du monde. Monsieur Hani Abdelaziz, est-ce que, selon votre lecture et votre analyse de la scène qu'on a actuellement, est-ce que Israël ou le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu veut imposer une sorte de fait accompli sur le terrain à travers cette dernière invasion lancée contre le Rafah palestinien, et en même temps, ce même gouvernement a été, si je peux dire, surpris par l'accord ou l'acceptation de la part du Hamas de cette trêve? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, Israël, tout à fait, non simplement aujourd'hui ou hier, depuis les débuts, veut imposer, et pas depuis le début du 7 octobre, non, depuis 1948, veut imposer sa vision d'un nouveau Moyen-Orient où il aurait la priorité et l'hégémonie sur tous les États de la région, pas simplement sur la Palestine. C'est un fait bien connu des experts. Donc, les Israéliens ont une stratégie, que ce soit l'extrême droite ou même le centre-gauche,
dans cet objectif. Et il retire ça, bien sûr, sur des bases religieuses, comme peuple élu, comme etc., comme le peuple qui doit gouverner le Moyen-Orient du Nil à l'Euphrate. Donc, Oui. et ça, je n'exagère pas quand je dis cela. Oui. Pas beaucoup de personnes y pensent, mais c'est la réalité des convictions profondes des Israéliens. J'exclus une minorité de gens raisonnables. Il y a quelques personnalités et quelques jeunes plus raisonnables. Mais le fait accompli est là depuis longtemps et puis il continue chaque jour à progresser à petit pas, petit pas, à petit pas. Et on voit à Gaza maintenant un pas important qui est fait. Il y en aura d'autres par la suite si l'Occident ne met pas à faire. Oui, mais en ce qui concerne l'Occident, Monsieur Abdelaziz, en ce qui concerne l'Occident, je parle des États-Unis et de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une sorte de différence entre les positions de deux côtés, ou plutôt c'est toujours le soutien indéfectible pour Israël? Et avant de vous donner l'espace pour analyser ça, je dois vous rappeler que des ministres de l'Union européenne ont exprimé aujourd'hui de vives inquiétudes après les frappes d'Israël sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza, le déploiement de chars israéliens dans la ville et la prise de contrôle par Israël de la partie palestinienne du point de passage avec l'Égypte, s'alarmant de l'impact humanitaire. On trouve que M. Joseph Borrell a de son côté, par exemple, déclaré que malgré ses avertissements, ses appels, une offensive a été lancée hier soir et qu'il craint que cela ne fasse à nouveau beaucoup de victimes civiles. Les 27 États membres représentés au Conseil de l'Union européenne ont publié aujourd'hui une déclaration sur l'aide humanitaire appelant sans nommer aucun pays à contribuer à réduire le manque de protection des personnes affectées et les contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs de la protection humanitaire, y compris les violations de droit international humanitaire et le manque d'accès. Donc, on trouve que l'Union européenne, les États-Unis, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avait appelé Israël à ne pas mettre à exécution sans menace d'une vaste opération terrestre contre Rafah. Donc, toujours, il y a des déclarations qui s'opposent cette invasion israélienne dans la ville de Rafah. Mais sur le terrain, c'est toujours l'exécution de cette agression contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, spécialement dans la ville de Rafah. Comment vous expliquez ou analysez quand même la position européenne et américaine vis-à-vis de ce qui se passe? Regardez, j'ai probablement répondu à cette question à plusieurs reprises auparavant et aujourd'hui aussi. Je considère sincèrement, et c'est mon opinion personnelle, que les États-Unis et l'Europe occidentale, avec quelques différences, je le reconnais, comment dirais-je, font ce qu'on appelle du lip service, c'est-à-dire du soutien du bout des lèvres. Mais maintenant, s'ils étaient sérieux, si les États-Unis sont sérieux, et je parle très franchement, même si la France est sérieuse, même si elle était sérieuse, l'Allemagne aussi, la Grande-Bretagne, eh bien, ils auraient fait un embargo officiel sur toutes les ventes et livraisons d'armes et de munitions à Israël. Je suis un homme pratique. Je ne peux pas acheter les paroles. Les paroles ne valent rien chez moi. Même si elles sont écrites dans des traités internationaux, les traités internationaux, on le sait, sont toujours faits pour être violés. Alors maintenant, même ça n'existe pas. Ça, c'est une part. La différence entre les États-Unis et l'Europe occidentale, elle est très claire. Depuis la Première Guerre mondiale, et pas simplement la Seconde, et la Seconde, bien sûr, Guerre mondiale, les pays européens sont devenus ce qu'on appelle des pays vassaux. C'est-à-dire qu'ils suivent aveuglément ce que les États-Unis leur dictent dans ce qu'on appelle le groupe des sept. Et c'est la situation. C'est la situation. Ouais. C'est-à-dire, je peux dénoncer à longueur de journée les agressions israéliennes, mais je ne fais rien d'effectif et de pragmatique pour les arrêter. Ouais. C'est quoi? Ouais. C'est pour calmer un peu les opinions publiques dans chacun de ces pays, où on le voit, pas tous les gens, mais de nombreux gens, personnes, élèves, étudiants et personnes plus âgées et experts, et même les orthodoxes juifs, se montrent contre tout cela. Hein, et il serait très possible d'entreprendre des mesures présidentielles pour au moins suspendre les livraisons d'armement. Monsieur Abdelaziz,
pour moins que Oui. cela, non mais excusez-moi, mais pour moins que cela, Notre cher invité. sur Oui. l'Iran, sur la Russie, sur partout. Mais c'est Monsieur- en face de même. Oui, Monsieur Ali Abdelaziz, notre cher invité, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Rafah. Merci beaucoup et C'est nous moi qui vous devons remercie, prendre monsieur. une C'est toute moi, petite c'est moi. pause. Merci de votre patience. Merci beaucoup, monsieur.